Spartiate, bienvenue à tous. Alors, quelles actualités on a aujourd'hui? Donc, on va parler aujourd'hui de la menace apparemment que la crypto aurait sur la sécurité nationale des USA. Vous savez que c'est là-bas que tout se passe. Donc, on va regarder de plus près ce qui se dit par rapport à ça. Et voir si c'est factuel ou pas. Ici, on a des articles qui sortent par rapport au trésor US qui dirait que la crypto serait une menace pour la sécurité nationale. Donc, on va aller voir ça. On va regarder. On a plein d'articles qui sortent. Le trésor américain déclare que les marchés décentralisés crypto menacent la sécurité nationale. Eh bien, voyons de plus près cet article. Donc, le département du Trésor américain a publié un communiqué de presse sur l'évaluation des risques de financement illicite DeFi 2023. Le rapport a été publié après une analyse appropriée du secteur financier décentralisé. De plus, le rapport explique comment la République populaire démocratique de Corée, donc RPDC, les cybercriminels, les voleurs, les escrocs et les attaquants de ransomware utilisent les services DeFi pour blanchir et déplacer leurs produits illicites. Donc apparemment, ça concernerait la DeFi. Apparemment, le Trésor a déclaré que les marchés de crypto-monnaies décentralisés menaçaient la sécurité nationale. Peut-être que le Trésor américain a également mentionné qu'il a besoin d'une plus grande surveillance contre les activités de blanchiment d'argent. Le Trésor américain souligne comment DeFi est utilisé pour les acteurs illicites. D'accord. En fait, là, il s'attaque surtout à la DeFi. Et la DeFi, normalement, c'est pas trop le Bitcoin. Mais bon, ils ont mis le Bitcoin comme image. Bon. Mais c'est plutôt la DeFi qui est concernée. Et non le Bitcoin. Comme ce que je pensais avant de faire le live. Ouais, ici, il parle de DeFi encore. En outre, les rapports soulignent que le gouvernement américain devrait renforcer la surveillance réglementaire et envisager des directives supplémentaires pour les services DeFi. Ouais, en gros, c'est la DeFi. C'est la DeFi qui est concernée. Donc, pas vraiment le Bitcoin. Mais ils pensent qu'à travers la DeFi, ils peuvent y avoir de la contrefaçon et des soucis de blanchiment d'argent, des choses comme ça. Ce qui n'est pas faux aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça tire à tout va. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que ça tire dans tous les sens par rapport à ça. Pendant ce temps-là, le gouvernement américain se garde bien d'augmenter son plafond de la dette. Toujours pour contrôler. Donc là, on a le sénateur Ron Johnson qui demande à Janet Yellen, donc cette dame-là qui parle. Donc lui, c'est Ron Johnson, qui dit vous allez porter la dette à 50 milliards de dollars. Il demande à Janet Yellen si elle en est consciente. Et elle dit oui, mais... Et ensuite, elle se justifie en disant que c'est pour pas mal de choses qui vont apporter beaucoup aux États-Unis, tout ça. Donc, elle est en train de justifier le fait qu'ils vont passer le plafond de la dette. Donc, vous voyez que le système financier, c'est juste de l'impression. Et que ça, ils impriment et encore. Tant mieux pour nous. Là, je ne suis pas en train de dire, en augmentant le plafond de la dette, ils vont continuer à créer de l'argent magique pour soutenir les banques et pour soutenir les constructions, les choses comme ça. Pour nous, en tout cas pour nous, quand je dis pour nous, c'est pour les investisseurs. Les personnes non éduquées financièrement, les personnes qui ne savent même pas ce qui se passe, eux, ils vont en pâtir de ça. Parce que à force d'imprimer, ce qui va arriver là, a fortiori, ils vont continuer à imprimer de l'argent. Ça va continuer à mettre toujours plus de pression sur l'inflation. Et l'inflation ne sera plus à 2%. L'inflation sera à 3, à 4 de manière normale, la norme de l'inflation. Et à force d'imprimer, ça va mettre des coups de pression sur l'inflation. Ça va pousser l'inflation à toujours à 10, 11% avant que ça revienne à la baisse. Mais ça va avoir un fort impact sur les particuliers, sur les personnes lambda. Et en fait, les personnes auront toujours de plus en plus de difficultés parce que l'inflation sera toujours plus grande. Par contre, ça va créer toujours plus d'argent magique
d'impression monétaire. Et ça, l'argent, vous savez que c'est fléché en direction des marchés. Et c'est les investisseurs qui vont récupérer tout ça. Donc, les riches vont devenir de plus en plus riches et les pauvres de toujours plus en difficulté face à la pression de l'inflation. Et eux, ils font que d'augmenter le plafond de la dette et ça continue et ainsi de suite. Donc, voilà comment le système est fait. Normalement, un jour, ça devrait s'effondrer. Je ne sais pas si c'est pour cette fois, mais de toute manière, les États-Unis se font mater en ce moment par les Chinois. Et de toute manière, le dollar va se perdre petit à petit. Et il se pourrait que ça finisse par imploser. Mais en attendant, il continue à relever le plafond de la dette. Et il continue à créer de l'inflation, tout ça. Alors, regardez, hein, l'économie américaine se dirige-t-elle vers un atterrissage dur? Donc là, Powell est vraiment... il va falloir qu'il joue bien avec ses manettes. Justement, aujourd'hui même, à 14h. Donc, moi, malheureusement, j'ai une formation à 13h. Donc, je ne pourrais pas couvrir. C'est pour ça que je fais... mon direct, là, il est 11h à l'heure où j'enregistre. Toujours sous format enregistré. Parce que, en fait, j'ai remarqué que YouTube met plus en avant les vidéos. Donc, je réserve les directs plus pour des événements spéciaux. C'est une actualité très brûlante ou le discours de Powell ou des choses comme ça. Mais maintenant, j'enregistre les formats et ensuite, je les passe sur YouTube sous format enregistré. Comme ça, en même temps, ça va plus vite pour moi. J'ai pas besoin d'être interrompu. Je peux pas être interrompu. Même si le but, je préfère répondre aux questions et aider. Mais là, ça va plus vite. Vu que, quand même, j'ai beaucoup de choses à présenter. Ça va plus vite. Mais je ferai quand même des directs. Hein. Faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Dès que j'aurai le temps, dès qu'il y aura une actualité brûlante et que je serai là, je ferai des directs en tout cas. Et donc, Powell qui doit bien faire attention à... Voilà. Hein. Parce que là... Il a deux bulles qui se créent. Il a l'économie américaine qui peut exploser d'un coup. Et le fait de remonter les taux, à force, ça peut exploser. Ça peut tout... En fait, l'un des deux va partir en cacahuète à force. Il y en a un qui va devoir éclater. Nous, on espère que c'est la bulle, la Fed rate là, que vous voyez à droite, là, qui éclate et qui repart à la baisse. Pour que les marchés explosent. Mais là, si c'est l'économie US qui explose là à gauche, là, le ballon à gauche, là, ça pourrait être dangereux pour les investisseurs et pour nous, là, parce que ça va faire s'effondrer les marchés et certainement aussi, ça va entraîner les marchés boursiers et les marchés crypto dans leur baisse. Donc, voilà, Jérôme Powell, par ses discours, et là, il a une manette entre les mains, il doit faire très attention à ses paroles, tout ça, parce que ça peut exploser à tout moment, l'un des deux côtés. Donc, on va voir ça, là. Vous avez regardé même les devises qui sont en forte volatilité par rapport aux rapports NFT qui vont sortir donc tout à l'heure, à 14h30. Et donc, on va surveiller ça, parce que vous voyez que là, il est 11h49, 11h50. Et là, tout à l'heure, là, on a la création d'emplois dans le secteur non agricole qui va être fortement surveillé. Et donc, surtout, le taux de chômage. Nous, c'est les rapports NFP. C'est le chômage qui nous intéresse. Et on espère que le chômage va progresser. Donc, pour les Américains, normalement, la bonne nouvelle, ce serait que le chômage baisse. Ça montrerait des signes d'une économie américaine qui serait forte. Mais nous, les investisseurs, ce qu'on aimerait, c'est que le chômage augmente. Ce qui montrerait que les hausses de taux que la Fed a engagées, ça a un effet finalement maintenant sur l'économie américaine et ça pousserait la Fed à se calmer dans ces hausses de taux. Et là, ça serait une bonne nouvelle pour nous. Donc nous, ce qu'on attend là, vous voyez que bon, là, on a l'emploi. Enfin, là, on a un taux de chômage qui est actuellement à 3,6. On espère que ça soit à plus de 3,6. On espère que ça monte à 3,8. Même à 4, qu'on ait un chômage qui augmente encore, qui soit fort, qui montrerait que on s'approche vraiment, on a une récession là. Comme ça va pousser la Fed à moins agir sur les taux à venir parce que les taux sont déjà très élevés et comme ça ferait pas imploser les marchés. Donc c'est ce qu'on espère. On espère que les chiffres américains soient mauvaises, donc un chômage qui augmente pour
en fait, que les Américains, ou en tout cas que Powell se calme en tout cas dans ses décisions. Vous voyez. Et donc on a aussi, ce qui est important, la création d'emplois qui doit, pour nous en tout cas, qui doit cesser en fait. Pour que on voit que l'économie américaine soit en difficulté. Donc ils doivent moins créer d'emplois. Et ça, les chiffres là, ils doivent baisser. Parce que s'il y a plus de création d'emplois, ça veut dire que l'économie américaine va bien se porter. Et nous, on ne veut pas que l'économie américaine se porte bien. On veut le contraire pour que la Fed arrête d'augmenter ses taux. Qu'on voit des signes de récession en fait, pour que la Fed se calme. Donc voilà par rapport à ça. Donc en Europe aussi, alors on a des déclarations surprenantes, mais Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a déclaré qu'avec notre CBDC, donc les futurs euros numériques, il y aurait un contrôle. Et donc elle a déclaré que c'est tout à fait exact. Donc en fait, elle a été victime de ce qu'on appelle un prank. Elle a pensé qu'elle parlait avec Zelensky. Et tout comme il n'y a pas longtemps, là, on a l'ancien président, là, s'appelle, tellement il était mauvais, j'ai oublié son nom, là. Le président français. Après Sarkozy, c'était François Hollande, voilà. François Hollande qui a été victime d'un canular aussi, et qui s'est fait avoir et qui a révélé des informations importantes. Ici, on a Christine Lagarde qui pensait parler avec un Zelensky peut-être, et qui a déclaré qui a affirmé que en tout cas le CBDC aurait un contrôle sur les gens. Donc vous voyez que c'est pas la solution, en tout cas c'est pas ce que les gens veulent, et nous on veut pas d'une monnaie qui contrôle. Et justement le Bitcoin c'est l'anti-contrôle, c'est la liberté, et donc ça va à l'encontre de tout ça. Donc on verra par rapport à tout ça. Là, c'est déclaré. Hein, voilà, la présidente de la Banque Centrale Européenne a admis qu'un euro numérique serait utilisé pour contrôler les personnes et les paiements, tout en parlant franchement dans une vidéo farce avec un faux Zelensky. Donc vous voyez qu'elle a été victime d'un prank. Et donc elle a déclaré tout ça ici. Elle s'est fait avoir. Hein. Elle s'est fait avoir. Bon, à ce niveau-là, c'est incroyable de se faire avoir, mais bon. Voilà. Donc si on se concentre maintenant plus sur le Bitcoin, on a le prix du BTC qui stagne vers les 28K. Donc depuis bientôt 3 semaines. Pendant ce temps, les réserves des SEX, donc les exchanges centralisés, type Binance, Coinbase, tout ça, chutent de plus belle. Donc il y a un exode vers ça. Après, là, il n'y a aucun volume. Donc il ne se passe plus rien. Le Bitcoin qui range depuis 3 semaines déjà. Il n'y a aucun flux, tout ça. On a plein de chiffres, plein de charts. Je ne vais pas tous. Voilà, ça range. Ici, là, c'est surtout vers la fin. Vous voyez, c'est remonté. Mais ici, là, depuis à peu près un mois, là, quasiment, on est en train de ranger. Tant mieux. On est en phase d'accumulation. On est en train de stabiliser. Et normalement, on devrait avoir une prochaine insufflation ou une puissance vers la hausse, là. On attend un catalyseur. Peut-être tout à l'heure à 14h30. Des chiffres, des rapports NFT, des chiffres du chômage qui vont peut-être donner un coup de boost. On va voir. Donc on va voir tout ça. Vous avez plein de... Voilà, tout ça qui montre. On va pas revenir sur ça. Donc on va voir. On va voir, ça stagne. À voir, c'est intéressant. En tout cas, si on se concentre sur le long terme, comme d'hab, on est sur une phase largement haussière, largement bullish. Là, actuellement, on est dans une zone critique, dans une zone, vous voyez, qui est entourée. Et qui fait qu'on est en train de passer tout ça. Donc on s'en va vers la hausse. Hein. Sur le moyen long terme, on est dans une phase où on va monter. Si on regarde les fois précédentes, regardez ce qui s'était passé. Quand on était dans cette phase, qu'est-ce qui s'est passé? On est monté complètement. Ici aussi, qu'est-ce qui s'était passé? On était monté un peu. Et là, c'est ce que je pense qui va arriver. On va monter un peu jusqu'à 40-50K. Et ensuite, avant de recorriger un petit peu, fortement même, peut-être revenir dans les 20K, 30K. Et ensuite, vraiment pousser à la hausse. On verra le scénario. Tout dépend de la macroéconomie. On peut même aller à partir de maintenant directement à, par exemple, à 100 ou 200K. Si par exemple le système financier venait à s'effondrer. Si on aurait d'autres faillites bancaires et qu'on verrait qu'on aurait une vraie crise. Un gros acteur, soit européen, soit américain, qui plongerait, qui serait en faillite une nouvelle fois. Peut-être que là, on comprendrait vraiment que le Bitcoin est la solution. Et là, le Bitcoin irait sans corriger, sans passer par 40K et corriger.
peut-être que le Bitcoin irait directement au 100K ou des choses comme ça. C'est possible aussi, hein. Il y a l'histoire s'écrit. On va voir ça. Donc en tout cas, voilà, sur le long terme, ce qu'il faut retenir, c'est que on repart à la hausse. Vous avez un autre chart de Titan of Crypto là qui le montre. Donc Bitcoin au bord de quelque chose de gros. Donc vous voyez, hein, selon le MFI, pardon, BTC a beaucoup de place pour passer en mode bête. Donc vous voyez, hein, ici, on est au retournement là. On s'est retourné et là, il nous manque un peu un gros catalyseur qui va faire qu'on va monter et exploser. Pour faire comme les autres fois, hein. Regardez, les autres fois, c'était comme ça. Et là, on y est. On va monter jusqu'à... Voilà, au RSI, là, il nous monte jusqu'à presque 3,60 là. Donc vous voyez. Donc on y va tout doucement. Et ici, si vous regardez ici aussi, hein, comme les autres fois, quand on était dans le carré, qu'est-ce qui s'est passé? On est monté pendant 3 ans. Donc ici, c'est pareil, on va monter pendant 3 ans, avec des volatilités, des hausses, des baisses, mais on va monter. Donc voilà, par rapport à ça, vous retrouvez tout ça en tout cas sur mon Twitter, hein, n'oubliez pas ça. Donc dans le reste des actualités, le robot Sophia, vous connaissez tous peut-être Sophia. Donc c'est Sophia qui elle-même, le robot qui l'annonce, mais derrière, vous savez que c'est une personne, hein, sur Twitter qui gère Sophia. Mais Sophia, c'est le robot le plus intelligent. Donc je suis fier d'annoncer que j'ai été nommé le robot humanoïde le plus avancé au monde en 2023. Donc là, si on fait un classement des top 5 des robots les plus avancés, et bah vous avez plusieurs robots là, ici. Et donc, vous avez Asimo, Nadine, Ameka, Atlas et Sophie. Sophie, c'est Hanson Robotique. Donc, c'est elle qui est la plus avancée. Donc, vous avez plein de robots dans le monde, là. Et donc, Sophia, que je vais vous montrer ici. Donc, Sophia, c'est le robot de SingularityNet, hein, du docteur Ben Goertzel. Vous voyez? Et là, vous pouvez voir, c'est impressionnant, hein. Si vous voyez ici, je vais vous mettre l'extrait là. Donc, il y a une personne qui parle avec ce robot là. Et regardez les expressions du visage de Sophia qui lui répond. Voilà, elle est tellement intelligente qu'elle tient les discussions d'un humain. Ça a été testé. Il y a Will Smith qui s'est essayé. Voilà, vous avez l'autre... Tony Robbins, l'expert en développement personnel qui lui a parlé. Voilà, Sophia répond, hein. C'est comme un humain. Elle parle avec vous. Elle est tellement intelligente qu'elle parle avec vous. Donc, même avec les expressions un petit peu, voilà. Et encore, elle va encore se développer, hein. Voilà. Et ça, tout ça, c'est l'AGI. Ça s'appelle l'AGI. Et donc, voilà. C'est le docteur Ben Goertzel, hein, je vous le rappelle. DR Ben Goertzel. Donc, c'est ce monsieur-là, je vais vous le montrer. Voilà. C'est ce monsieur-là qui a créé le robot Sophia. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez? Et donc, tout ça, c'est le robot Sophia appartient à SingularityNet. Et Singularity, c'est le plus gros projet d'intelligence artificielle sur la blockchain. Donc, le jeton AGIX, si je vais vous le montrer. Donc, si vous voulez vous exposer vraiment à l'intelligence artificielle, la recommandation principale, c'est celui-là, AGIX. Vous voyez, le token AGIX SingularityNet. Et donc, voilà, c'est une plateforme complète d'intelligence artificielle. Et ça va très vite, hein. Et dans leur écosystème, c'est un écosystème, bah, je vais vous le montrer là. Voilà, vraiment très fourni, hein. Vous avez beaucoup de projets. Donc, vous avez... tout ça, ça inclut SingularityNet, Singularity DAO, donc la DeFi avec l'intelligence artificielle. Mais voilà, Rejuva IA pour la longévité, Nunet. Vous avez Sophiaverse, donc Sophia avec dans le métaverse, hein, avec un monde métaverse carrément. Vous voyez? Donc ça, tout ça, ça appartient à Jam Galaxy pour la musique, voilà, HyperSig, TrueIJ, voilà, Studio, Cogito, Twin Protocol, vos propres jumeaux, voilà, qui va faire vos tâches à votre place. Donc tout ça, c'est l'écosystème. Et ça avance très vite, hein, vous voyez? Donc surveillez bien Singularity. Si vous voulez parier sur l'intelligence artificielle, pour moi, c'est le projet phare, vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Donc et le docteur Ben Goertzel. Donc Sophia, voilà. Je vais suivre d'ailleurs Sophia et on verra les avancées. Donc impressionnant pour Sophia. Donc on avance en tout cas. Je voulais vous parler aussi de Kaspa. Kaspa qui avance petit à petit. Donc
mon projet où je suis en mode all-in. Et Caspa, c'est vraiment un projet où je vous invite à mettre la lumière. Je suis très bullish. Bon, je suis all-in, c'est mon projet phare actuellement. J'ai fait, bien sûr, plusieurs, et c'était pas prévu, hein. Je suis passé de Solana à Aptos, Aptos à Optimism, d'Optimism à je sais plus, je crois que c'était soit Singularity, soit récemment, comment ça s'appelle, la crypto chinoise, Conflux Network, et là de Conflux à Caspa. Et pour moi, à chaque fois, j'évolue, je fais un pas en avant par rapport à l'explosion en croissance et par rapport au fait que c'est un projet qui peut avoir, oui, un potentiel de croissance bien plus élevé. Après, par contre, j'élimine, à part les autres, là, peut-être même Aptos, Solana, tout ça, les autres, je les élimine pas. Optimisme, à partir d'Optimism, Singularity ou Conflux, c'est des gros projets que je valide complètement et qui ont leur part de marché, hein. Ils sont tout aussi puissants. Mais voilà, Caspa, pour moi, c'est vraiment une pépite à part entière. Et donc là, pour moi, c'est l'évolution même du Bitcoin. Donc, c'est vous dire, carrément. Et donc, on a déjà Caspa, un rival, hein, direct. Donc, Cadena. Donc, si on prend de manière générale, parce que Cadena, c'est pareil. Pour moi, Cadena, c'est un projet que j'avais présenté il y a plusieurs temps de cela. Ça ressemble dans le fond presque à Caspa. C'est deux projets en fait en proof of work et aussi on va dire en DAG. Mais pour Cadena, c'est un DAG différent. Eux, ils utilisent la technologie avec leur layer 2, Kuro là. Ils utilisent une technologie qu'on appelle le chain web. C'est plusieurs, on va dire, blockchains qui vont être tracées les unes entre elles. Plusieurs chaînes de blocs. Et ça va créer jusqu'à, il dit, 480 000 transactions par seconde. Donc, en débit théorique, dans les faits réels, pour le moment, on n'en sait rien. Mais Cadena n'avance pas trop. Et en ce moment, il y a une petite guéguerre entre les deux communautés, là, Caspa et Cadena. Surtout que les projets se ressemblent vraiment beaucoup. Et là, il y a bon, là, ça s'appuie sur c'est un gars de la communauté Caspa, plutôt un fanatique du Caspa, qui a lancé ça. Et je trouve que c'est plutôt pertinent. Mais voilà, Cadena n'a pas l'instantané, les transactions instantanées. Parce qu'en fait, Cadena, dans les débits théoriques, ils ont des hauts débits théoriques, mais ils ont une finalité de bloc qui est de 30 secondes. Donc ça se valide pas tout de suite. Il faut toujours attendre 30 secondes. Bon, c'est pas énorme non plus. Mais quand même, voilà, la transaction, faut savoir, imaginez-vous à l'échelle du milliard, ça peut commencer à devenir un peu long. Et donc, ça, c'est pas le problème de Caspa. Caspa, c'est à 1 seconde ou moins par bloc. Et encore, Caspa va passer à 32 blocs par seconde prochainement, là. Et bientôt à 64 blocs par seconde. Donc, ça va très, très vite. Aussi, Caspa utilise un proof of work. Bon, les deux, c'est un proof of work assez rapide de ce qu'ils disent. Voilà, et la security threshold, donc c'est le temps de bloc, la finalité qui est seulement d'1 seconde pour Caspa. Et voilà, Caspa peut être utilisé comme monnaie aussi. Là où Cadena ne peut pas, ou n'est pas vraiment utilisé comme monnaie. Ensuite, voilà, le fait que Cadena ne puisse pas, n'est pas rapide dans la finalité de bloc, il y a un problème de scalabilité, d'évolutivité. Et ce qui fait que Cadena ne remplit pas le trilemme de la blockchain. C'est là où, voilà, Caspa, semblerait-il, le résolu. Et aussi, vous le savez, un Caspa, c'est comme le Bitcoin. Il n'y a pas eu d'ICO, pas eu de pré-mine, pas eu de, voilà, d'allocution, de choses comme ça. Vous voyez ? Là où Cadena, il y a eu des ventes, des ICO, voilà, toujours pour attirer la communauté, des choses comme ça. Et là, le market cap en 180 jours, et voilà, hein, vous voyez que Cadena, c'est un x16, alors que Cadena, c'était un mois 20. 180 jours après, c'était toujours aussi bas. En fait, Cadena, ça n'a pas pris pour le moment. Et voilà. Et le hash rate de Caspa qui est beaucoup plus élevé. Et voilà. Et les smart contracts. En fait, on a des smart contracts qui sont en train d'être préparés pour Caspa. C'est le Rust, mais qui va être réécrit. Donc, c'est un langage Rust de nouvelle génération qui va répondre aux normes pour des nouveaux smart contracts, on va dire, bien plus sécurisés, plus rapides, etc. etc. Et voilà. Et Cadena, lui, utilise le langage
Euh, C'était un langage qui disait mieux que Solidity. Et je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai oublié. Je vais le taper. Langage Cadena. C'est Pact, voilà. Donc c'est Pact. Apparemment, Pact, c'est mieux fait. Enfin, c'est beaucoup plus mieux fait que Solidity. Mais il y a très peu d'utilisation de Pact. En fait, Cadena, tout simplement, ça n'a pas pris. Donc je sais pas si Pact en vaut la peine ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Caspa, ils vont utiliser le Rust. Donc le Rust, c'est ce qu'utilise Solana. Vous voyez, Solana, même Aptos. Et le Rust, quand même, c'est largement adopté. Maintenant, Aptos, eux, ont modifié aussi, ont amené un nouveau langage qui s'appelle Move. Donc c'est un Rust amélioré. Et là, Caspa fait la même chose à leur version. Ils sont en train de ramener le Rust retravaillé, on va dire. Donc, mais le Rust, pour le coup, c'est bien utilisé. Donc, Caspa, éventuellement, pourrait récupérer tous les projets établis en Rust, peut-être. Tous les projets qui sont dans l'écosystème de Solana, ou de Aptos et Sui et tout ça, vont être rapatriés. Et Rust, je crois même que c'est utilisé pour Cosmos. Hein. Je sais plus, mais je crois que Cosmos utilise Rust, mais je suis plus très sûr. Donc, tous les projets, même PancakeSwap, les choses comme ça, là, vont pouvoir aller peut-être sur Caspa. Tous les projets créés en Rust, là. Donc, attention, ça peut aller très vite pour Caspa une fois qu'ils vont sortir leur langage. Surtout que Caspa, là, et comment dire, va sortir ça le 15 qui arrive, là. Donc, si vous voyez, là, le langage Rust, les testnets là, du langage Rust, c'est le 15 avril. Donc, dans une semaine à peu près, on va voir les premiers tests du langage réécrit. Et là, dans la foulée, ça va sortir. Vous voyez. Mais en tout cas, Caspa, c'est une vraie pépite. Hein. Et quand, maintenant, on l'a comparé par rapport à Cadena, mais si on le compare de manière plus large, en fait, là, vous allez vous rendre compte que, voilà, hein, même par rapport aux autres, hein, à Cadena déjà, mais par rapport au Bitcoin actuel et par rapport à Ethereum aussi, vous voyez que c'est mieux. Et aussi, on a pris une blockchain rapide comme Solana. Et là, regardez, il n'y a pas photo. Hein. Donc, instantané transaction. Donc, en fait, quand on fait une transaction sur la blockchain, quand on utilise un protocole, on peut avoir des transactions instantanées. Et aujourd'hui, il n'y a que Caspa et Solana qui sont arrivés à ce niveau de vitesse. Ethereum, lui, doit utiliser ses Layer 2 comme Polygon pour arriver à des transactions instantanées et même à faible coût. À ce jour. Hein. Et là, Caspa peut faire ça. À cette capacité. Contrairement à Cadena, Bitcoin, Ethereum. Donc Solana, sur ce point-là, Solana rejoint Caspa. Mais sur tous les autres points, Solana est en défaut par rapport à Caspa. Par exemple, le prochain cas, c'est le Proof of Work. Vous voyez. Et là, le Proof of Work, vous le savez tous, on le sait tous, c'est mieux que le Proof of Stake. Décentralisé et un niveau de sécurité largement supérieur. Donc, c'est la solution pour la sécurité, la décentralisation et le fait que ça puisse être considéré comme une marchandise et être voilà, contre la SEC, là, ne pas être surveillé par rapport à la SEC, tout ça. Et là, Solana ne répond plus à ça, ni Ethereum. Ethereum qui est passé en Proof of Stake. Donc Ethereum, maintenant, ne coche pas cette case et Ethereum est en défaut en étant en Proof of Stake. Voilà, c'est plus le hashrate qui sécurise nos transactions, la puissance de calcul, c'est des validateurs qui vont utiliser nos cryptos et les mettre en sécurité. Mais ces validateurs-là peuvent être corrompus aussi. Et voilà, c'est pas la sécurité optimale. Vous voyez. Donc, Caspa répond encore à ça, tout comme Cadena et Bitcoin. Mais vous savez que Cadena et Bitcoin, déjà, ne sont pas... de toute façon, le Bitcoin ne peut pas avoir des transactions rapides de base. Voilà, le réseau est très lent. Même s'il y a beaucoup de projets qui sont établis sur Bitcoin. Et Bitcoin va peut-être s'appuyer maintenant sur des Layer 2. Je vous ai montré Mint Layer hier. Il y a Stax déjà qui travaille dessus. Et Cadena ne fait pas des instantanéités, comme je vous l'ai montré juste à l'instant. Cadena a besoin de 30 secondes pour valider tout ça. Et donc voilà, vous voyez ici les secondes justement.
pour valider une transaction, pour avoir une transaction instantanée quasiment. Et même Kaspa, vous voyez que c'est même plus rapide que Solana. Dans la transaction instantanée, Solana, c'est considéré comme la blockchain la plus rapide à ce jour. Maintenant, vous avez Aptos qui est plus rapide, mais vous voyez que c'est 3 secondes pour Solana. Regardez, Kaspa, c'est plus rapide encore. Tout en étant en proof of work. Donc, je vous laisse imaginer la chose. Vous voyez? Si on continue, qui sert de monnaie, en fait, de monnaie de transaction. Donc, vous voyez que Kaspa, déjà en tant que plateforme de smart contract, est en train de mettre une gifle à Ethereum et Solana et Cadena. Parce que c'est plus rapide, c'est en proof of work et tout ça. Mais Cadena va venir, tout en ayant une meilleure technologie, en étant plus moderne que le Bitcoin, peut même venir marcher sur les plates-bandes du Bitcoin en étant un moyen de paiement. Et comme Kaspa est né après le Bitcoin, ou a fait beaucoup de recherches après le développement du Bitcoin, Kaspa est plus rapide, tout en étant autant sécurisé et décentralisé que le Bitcoin. Parce que Kaspa utilise le consensus de Nakamoto, donc c'est la même décentralisation et la sécurité que le Bitcoin. Vous voyez? Et en étant tout bien plus rapide. Donc Kaspa peut être même la monnaie de référence mondiale. Ça vous laisse imaginer le potentiel de croissance. Donc déjà, ça peut venir remplacer Ethereum comme plateforme de smart contract bien meilleure. L'infrastructure et le réseau est bien mieux faite en étant proof of work et bien plus rapide. Mais en plus de ça, être la monnaie de référence du monde entier. Donc je vous laisse imaginer le potentiel de Kaspa. C'est juste incroyable. Vous voyez? Donc, parce que quand vous regardez, hein, Ethereum, ça vaut combien? Je laisse montrer ça. Si on regarde les capitalisations, là, regardez. Tac, tac, tac. Ethereum, ça vaut 223 milliards. Et Ethereum, c'est la plateforme de référence. Imaginez-vous que Kaspa remplace Ethereum. Kaspa prend toute cette capitalisation. Alors que Kaspa, ça vaut même pas encore 1 milliard. Ça, c'est rien que la partie plateforme de smart contract avec les services qui tournent dedans. Kaspa peut apporter ça en étant bien plus rapide, bien plus sécurisé qu'Ethereum, tout ça. Et donc, Kaspa peut récupérer ce marché à place d'Ethereum. Et Kaspa, regardez le Bitcoin, rien qu'avec les transactions, Bitcoin est à une capitalisation de 539 milliards. Et bien Kaspa, si Kaspa remplace le Bitcoin pour les moyens de paiement du monde, et ben Kaspa peut récupérer aussi ça. Parce que Kaspa est mieux et plus rapide. À ce jour, Kaspa a une meilleure technologie. En fait, la technologie de bloc DAG, là, de Ghost DAG, là, même maintenant, on est passé à une nouvelle, un nom supérieur. C'est le DAG Knight. Vous voyez? Avec plus de 32 blocs par seconde. Donc, vous voyez, quand je vous montre ici, là, on est à 1 seconde. Mais là, ça va être 32 blocs par seconde. Là, voilà, c'est toutes les secondes. Et après, on va amener plus de blocs à chaque seconde en plus. Vous voyez? Donc, imaginez-vous que là, si Kaspa peut récupérer ces deux marchés-là, c'est à peu près un potentiel là de 700 milliards de capitalisation. Et encore là, on est dans un marché baissier. Donc après, quand ça va monter, ça va aller à plus de 1000 milliards. Et Kaspa peut éventuellement à la technologie pour prétendre à toute cette capitalisation. Et ça vaut même pas 1 milliard pour Kaspa. Je sais pas si vous imaginez. Donc après, bon, c'est prétentieux peut-être de dire que Kaspa va effacer Bitcoin, Ethereum. On n'en est pas vraiment là. Mais alors ça déconne beaucoup. Alors voilà, Kaspa. Donc regardez, hein, la capitalisation de Kaspa, c'est 520 millions seulement. Avec une technologie supérieure à Bitcoin et Ethereum. Donc je sais pas si vous imaginez. Hein. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder, c'était pas un live spécial pour ça, mais je tiens à vous le souligner quand même. Voilà, si on continue, bon, Kaspa peut être aussi un moyen de paiement. Bah, Kaspa, finalement, quand on regarde, c'est le seul projet qui résolve le trilemme de la blockchain, rapide, extrêmement rapide, tout comme Solana, mais Solana n'est pas décentralisé. Donc vous voyez, quand on fait le point, Kaspa est le seul projet qui résolve le trilemme de la blockchain. Tous les autres ont un défaut quelque part.
Et ensuite, voilà, Kaspa, il faut rappeler, hein, n'a pas été lancé avec d'ICO, pas de prémine, pas de CEO derrière. Donc, il n'y a pas de feu. Il y a des personnes de qualité. Hein. Je vous rappelle que c'est Johan Sampolinski qui a été. En fait, c'est derrière la team de Kaspa, c'est des chercheurs en quantique. C'est des gars extrêmement calés. Le gars qui a créé Kaspa, c'est quelqu'un qui est à Harvard, qui enseigne à Harvard, Johan Sampolinski, mais il n'est pas derrière le projet. En fait, il a lancé le projet et le projet appartient à la communauté. Donc, il n'y a pas de CEO. C'est comme le Bitcoin à ce niveau-là. Pas de CEO. Il n'y a pas eu d'ICO pour attirer les gens. Il n'y a pas eu de prémine avant. Rien de tout ça. Kaspa est pur. Vous voyez, tout comme Bitcoin. Donc là, c'est semblable. C'est vraiment la vision de Satoshi Nakamoto, mais moderne, on va dire, Kaspa. Donc c'est extrêmement puissant. Vraiment, les amis, vraiment extrêmement puissant. Et moi, moi personnellement, je mets toutes mes billes dessus. Vraiment, c'est... Actuellement, à ce jour, je ne vois pas quel projet peut faire mieux que Kaspa. À ce jour, pour moi, en tout cas. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur ça. En tout cas, en attendant, pour Bitcoin, qui est la monnaie de référence, Bitcoin est accepté, en tout cas, sur l'île de Madère, donc au Portugal. Donc voilà, chaque jour, Bitcoin est de plus en plus adopté. C'était l'anniversaire de Satoshi Nakamoto et regardez ce qu'on a eu à son nom gravé, en tout cas, magnifique pour Satoshi Nakamoto. Donc Bitcoin quand même restera roi. Et Bitcoin pour moi peut devenir... ça, de toute façon, ça va être un système de paiement. Kaspa peut venir aussi rattraper ça, je sais pas. Et ça va être une monnaie de réserve, Bitcoin. Il n'y en aura que jamais que 21 millions, tout ça. Donc Kaspa, par contre, a une tokenomics bien supérieure. Mais Kaspa sert de plateforme de smart contract. Donc c'est justifié, on va dire. Donc voilà, par rapport à ça... voilà, hein, c'est énorme. Tout ça, vous le retrouvez sur mon Twitter. À l'effigie de Satoshi Nakamoto. Merci à lui. Hein. Il va complètement révolutionner le système monétaire de demain. Et donc voilà. Pour le reste, la Chine, la reprise de la Chine qui prend apparemment plus de temps que prévu, d'après la City. Et c'est pourquoi la City repousse ses prévisions de rebond des actions. Bon, écoutez, ça va prendre un peu plus de temps que pour la Chine, mais en tout cas, la Chine qui gère ses affaires actuellement, voilà. La Chine qui s'occupe du cas de Macron et de Von der Leyen. Donc Macron qui toujours nous affiche, voilà, il s'est fait recadrer, là, il avait mis la main dans sa poche lors des photos. Et il s'est fait recadrer, il a dû enlever la main de sa poche, tout ça. Voilà, hein. Regardez, il s'est courbé un peu devant voilà, cette image qui a été prise. Et courbé, donc minable de la part, voilà, c'est François Asselineau qui dit ça. Incroyable de voir ça. Et voilà, pas d'accueil pour lui aussi. Donc il est arrivé, il a juste serré la main du bagagiste. Et aucun officiel chinois voilà, pour l'accueillir, tout ça. Aucun tapis rouge, rien. Il est arrivé, il devait monter dans la voiture et aller, voilà. Après, bon, il a quand même assisté à comment dire, à une cérémonie que Xi Jinping lui a réservée, mais hormis ça, rien du tout. Et il a eu le droit à une longue table. Je vais essayer de vous montrer ça. Il a eu le droit, voilà, regardez la table que Xi Jinping a réservée à Macron et Ursula von der Leyen. Donc une longue table, vous voyez. Et en plus, vous voyez les fauteuils là, enfin les chaises, c'est des chaises, voilà, pas du tout adaptées à la table, bien trop basses ou je sais plus trop, voilà, pas du tout adaptées en tout cas. Donc une moquerie de la part de, voilà. Et vous vous souvenez aussi que Poutine avait réservé une longue table pour bien mettre Macron à distance. Et voilà, et regardez, ça c'était quelques jours avant. Xi Jinping et Poutine, deux vrais chefs d'État, qui eux, en tout cas, étaient assis à quelques mètres l'un de l'autre, peut-être à 1 mètre, voilà, l'un de l'autre, et voilà. Donc eux, ils s'approchent, mais toutes les vermines, là, comme Macron et Ursula, qui n'a été élu par personne, voilà, veuillez vous tenir à longue distance. Et bien sûr, Macron n'a pas réussi à convaincre Xi Jinping de calmer, voilà, de ramener Poutine, genre, à la raison. Donc Macron, bien sûr, va rentrer bredouille de son voyage
voilà, ici, bah, je crois que c'est marqué. Hein. Emmanuel Macron croyait pouvoir se rendre en Chine et amener Xi Jinping à faire pression sur la Russie pour qu'elle respecte les conditions de l'UE. La Chine et la Russie n'appartiennent pas à la France de sermonner ou d'ordonner. Ce sont des pays souverains qui envoient une déclaration selon laquelle l'âge de la domination occidentale est terminé. Donc voilà, échec pour Macron, c'est ça, il fallait prévoir. Et la Chine, elle, bien sûr, continue à... Voilà, c'était ça hier ou avant-hier à Beijing, donc à Pékin. Et la Chine qui voilà, renoue les contacts, fait renouer les contacts entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et qui fait signer des contrats. Et la Chine qui est en train de... voilà, va devenir les prochains leaders. En tout cas, ils sont en train d'éliminer le dollar au profit du yuan. Et ils vont créer aussi une autre monnaie commune entre les pays des BRICS pour se dédollariser voilà, au maximum. Et les États-Unis vont perdre leur puissance. Donald Trump lui-même a mis en garde tout ça. Donc voilà les amis, voilà, c'est fini pour ce live d'aujourd'hui. Je vous laisse là, les marchés qui sont toujours en range à autour de 28 000. Il n'y a rien qui se passe. Peut-être à 14h30 là, d'ici 2h30, on va avoir beaucoup de volatilité. Je ne serai pas là, je serai en formation. Mais surveillez bien ça en tout cas. Donc voilà, je vous laisse là, je mets ça sur YouTube. Et nous, on se retrouve soit dans un live d'urgence en direct, ou soit s'il y a une actualité assez forte ce soir, je ferai un direct. Sinon, on se retrouve demain pour un nouveau direct. Ah, on sera le week-end, donc peut-être que je ferai un top 5 ou quelque chose comme ça. On verra en tout cas. Donc les amis, force à nous, hein. Force à vous. Bonne fin de semaine, bon week-end si on ne se revoit pas d'ici là. Et on se retrouve bientôt en tout cas. On reste en contact. Hein. Vous avez tous mes réseaux. On est en contact hein, sur Telegram, Discord, Twitter, Insta. Vous pouvez me retrouver partout. Hein. Ok? Allez, à plus.